Il faut clarifier sur quelle base on collabore ensemble. Et je pense qu'une des grandes conditions de réussite, c'est de se donner du temps au démarrage du projet pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi nos divergences, comment on va fonctionner. Le chercheur ne s'imagine pas tout connaître non plus, reconnaît les compétences et l'expertise propre au groupe. Donc, il y a une forme de reconnaissance mutuelle qui fait en sorte qu'à partir de cette reconnaissance-là, on décide de travailler ensemble. On a à la fois travaillé à recevoir, identifier les besoins sur le terrain et les ramener à l'intérieur de l'université, comme on a fait aussi l'inverse, des professeurs, des chercheurs qui se disent « il me semble que cette pratique-là, elle serait pertinente » et on essaie de voir avec notre connaissance du terrain, de trouver chez qui cette préoccupation-là trouverait écho et de faire en sorte qu'on fasse en fait des présentations, accompagner les fréquentations et éventuellement participer à la constitution d'équipes qui, elles, peuvent après mener à terme des projets de recherche en partenariat. Ce qu'on a fait aussi, c'est de mener des recherches sur nos propres bases. Et donc, à ce moment-là, on a notre rapport avec l'université ou les chercheurs universitaires est plus en termes d'appui, de consultants, de collaboration. Donc, on n'a pas la prétention de pouvoir être autonome et de tout faire, mais à certains moments, on a pu mener et nous avoir le leadership dans des projets. Et là, on crée des comités où les chercheurs vont accompagner notre démarche. À certains moments, sous prétexte de recherche en partenariat, les groupes deviennent un terrain. Et donc, c'est plus un partenaire, c'est un objet de recherche. Où le chercheur devient la caution pour un discours politique qu'on veut amener, ou pour l'étudiant, c'est un gagne-pain comme les autres. Tout ça, c'est légitime, hein? Les trois postures sont légitimes. Il faut quand même que l'addition de ces intérêts individuels-là fasse en sorte que le projet soit plus que ça, soit aussi un gain pour le chercheur, soit aussi une démarche où l'étudiante réussit à apprendre à se développer comme chercheur et à gagner sa vie. Il y a quelque chose en termes de dosage, et c'est rarement toujours linéaire ou au début d'un projet. Quand on est dans la période, par exemple, collecte de données, il n'est pas rare d'avoir l'impression, comme groupe, d'être complètement largué. C'est ailleurs que ça se passe, ces étudiants, ces chercheurs. Puis après, on arrive, comme un peu dépossédé du processus, où au moment de la diffusion des résultats, les chercheurs trouvent que les groupes vont bien trop vite, que ce n'est pas encore validé, qu'il manque la biblio, puis que, ou que j'aimerais ça que ça soit publié avant que ça s'en aille dans le champ pour ne pas me faire voler mes données. Tout ça, il faut que ce soit travaillé délicatement, puis je dirais être capable aussi de se critiquer, bien pas critiquer, mais de faire les réajustements, mais en comprenant dans quelle position se situe l'autre acteur. Ça prend de la sensibilité. En fait, c'est les aspects affectifs de ce genre de démarche-là. Hein. C'est des personnes, comme dirait Nathalie Lafranchise, c'est des humains qui sont à l'œuvre. Donc, il y a tout ce côté-là qui ne se décrit pas dans un guide, mais qui est dans la finesse, le processus, l'intérêt, porter de l'intérêt à la réalité de l'autre. Les qualités des chercheurs qu'on a, avec lesquels on a travaillé, c'est des gens qui s'intéressent au terrain, qui s'intéressent aux acteurs, au contexte, qui prennent le temps d'être avec les partenaires, d'avoir des discussions pour comprendre souvent ce qui est tacite comme connaissance, qui sont intéressés à reconstituer des contextes, à reconstituer des historiques, à utiliser le matériel disponible dans les organisations. Des fois, c'est de la documentation interne. Comme partenaire, on apporte du matériel, des situations, des contextes qui alimentent leur recherche. Et en termes d'innovation sociale, on est des milieux qui innovent dans des façons de faire.
Bien, nous, on est assez chanceux. On a eu presque juste des bonnes expériences. La culture, elle est dans les façons de travailler aussi. C'est sûr que du côté de la recherche universitaire, il y a une volonté aussi d'être rigoureux dans les méthodes de recherche, de valider. Donc ça implique des fois des processus qui sont un petit peu plus longs. En fait, le chercheur, dans notre cas, les chercheurs, parce qu'on a eu quand même plusieurs projets de recherche, à chaque fois, ils nous ont aidés à déterminer puis à formuler, je dirais, l'objet de la recherche, la problématique de la recherche. À partir de là, bien, il y a un intérêt qui se bâtit. Si l'intérêt n'est pas là au départ, bien, il n'y en a pas de recherche partenariale, en fait. Ça n'aboutit pas, là. Quand le partenaire trouve son compte, voit qu'il peut y avoir des résultats qui vont pouvoir être utiles et que le chercheur, ça contribue aussi à son projet plus large de recherche, bien là, la recherche peut se réaliser. Ça ne fonctionne pas très bien quand on est approché par des chercheurs puis qu'on voit tout de suite qu'ils nous voient comme des sous-traitants de la recherche. C'est-à-dire qu'ils nous approchent en nous disant « on va avoir besoin de vous à un certain moment pour faire du recrutement ou pour faire de la diffusion des résultats ». Ça déjà, disons que ça commence un peu mal parce qu'on voit très bien qu'ils n'ont pas une vision de la recherche où ils vont tenter d'impliquer de façon significative le milieu communautaire à toutes les étapes. Ce que je fais en tout cas dans le cadre de mon travail, c'est que je fais un peu d'éducation en ayant les chercheurs comme public cible. Donc je trouve ça toujours intéressant de faire de l'éducation avec les chercheurs, en leur expliquant qu'on est vraiment dans une démarche, nous à la coalition, dans une démarche où on s'assure qu'il y ait une implication significative à toutes les étapes. Donc on est tout à fait content de participer au recrutement, de participer à la mobilisation des résultats, mais qu'on ne veut pas que ce soit la seule contribution qu'on ait à un projet de recherche. Ça ne fonctionne pas très bien si on nous contacte à la dernière minute, ce qui est souvent le cas. On comprend très bien qu'avec les bailleurs de fonds, c'est souvent un processus pour déposer des demandes de subventions qui se font toujours un peu en rushant. On comprend ça, on fait ça nous aussi souvent. Mais c'est sûr que si ce n'est pas un partenariat qui est établi avec des chercheurs puis qui nous contactent à la dernière minute, qu'on ne les connaît pas, qu'on n'a pas de lien de confiance avec eux, déjà ça hypothèque un peu notre relation. Puis des fois on est obligé de dire non. On n'a pas le temps de bien évaluer si ce partenariat est intéressant pour nous. Quand on veut s'engager dans une action de recherche, c'est toujours un bon point si le besoin émerge de la communauté. Mais on s'est aperçu au fil des ans que c'est très rare pour des questions de surcharge de travail, de manque de ressources, de manque de temps pour de la réflexivité, que le milieu communautaire prenne le temps de faire savoir qu'il a un besoin de recherche, qu'il recherche un partenariat, qu'il passe par moi pour demander à un chercheur s'il voudrait participer ou qu'il aille directement cogner à la porte d'un chercheur. Donc à la coalition, on a une approche un peu plus proactive et en 2013, on a fait ce qu'on a appelé la première rencontre de recherche communautaire sur le VIH, où on a mis ensemble des chercheurs, des personnes vivant avec le VIH et des représentants d'organismes communautaires. Puis on s'est assis et on a discuté sur les priorités de recherche, sur les besoins de recherche et qu'est-ce qu'on allait faire dans les années qui viennent. Ça nous a permis d'avoir une espèce de liste de priorités qu'on peut réutiliser quand on est approché par des chercheurs pour faire des projets de recherche, de voir est-ce que la communauté a déjà signifié son intérêt pour certains domaines de recherche, pour certains projets, est-ce qu'on peut aller de l'avant, est-ce que c'est vraiment pas quelque chose qui est prioritaire pour l'instant. Pour l'instant, notre organisme a initié une seule recherche, puis on a fait appel aux services aux collectivités du CAM pour avoir un soutien. On savait sur quel thème on voulait faire la recherche, mais on n'avait pas de chercheurs, donc ils nous ont mis en lien avec des chercheurs. Ça arrivait seulement une fois qu'on a été vers des chercheurs pour leur demander de faire une recherche. Sinon, habituellement, c'est les chercheurs qui viennent nous demander de faire des recherches. Là, nous, on doit chercher des chercheurs qui sont intéressés par cette recherche-là. Il faut voir comment on fait pour aller chercher des sous aussi pour ces recherches-là. Donc là, c'est pas pas les mêmes difficultés à rencontrer. Tandis que quand c'est des chercheurs qui viennent nous chercher pour des recherches, eux, ils ont déjà le thème sur lequel ils veulent travailler et souvent, ils ont déjà l'endroit où ils peuvent aller chercher cette subvention-là. Souvent, lorsque c'est nous qui initie une recherche, dans le fond, on a une thématique dans laquelle on veut travailler. Puis là, c'est beaucoup pour parler avec les chercheurs. Parce que les chercheurs, ils ont aussi, eux, leur propre CV là, de recherche et aussi leur propre avancement qu'ils veulent faire.
faire converger les objectifs à la fois des chercheurs et à la fois de l'organisme, c'est pas toujours évident, ni dans une ni dans l'autre des recherches. Sauf que lorsque c'est nous qui vont chercher le chercheur, je crois que ça donne un peu plus de pouvoir aux chercheurs, à mon avis, que lorsque c'est le chercheur qui vient nous chercher, parce qu'à ce moment-là, ils viennent nous chercher pour notre expertise, parce que nous, on peut les aider à aller chercher des personnes en situation de pauvreté. Donc là, il y a la négociation, je crois que c'est nous qui avons le gros bout de la couverte. Mais peut-être que d'autres praticiens ne seraient pas d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que c'est plus facilitant, en tout cas, quand c'est les chercheurs qui viennent nous chercher. En même temps, j'aime mieux, moi, initier les propres recherches parce que se faire constamment demander par des chercheurs d'embarquer dans des recherches sur des thèmes sur lesquels nous, on ne travaillerait pas vraiment ou qu'on a plus de difficultés à faire un lien avec notre propre mission. Des fois, tu te dis, bien, c'est intéressant, pertinent, votre recherche, mais est-ce que nous, ça ne nous fera pas vraiment avancer dans nos propres visions, revendications, etc. Fait souvent, on se dit, ben, tu sais, on va embarquer, mais là, on voit un intérêt par la bande. Fait que, c'est ça. Tandis que quand c'est nous qui initions les recherches, c'est clair que le résultat de la recherche va nous servir par la suite. Je pense que ce qui a facilité de plus, c'est d'avoir des étudiants avec nous également, là, je crois que les étudiants sont très soutenants quand on collabore avec des chercheurs universitaires, parce qu'ils font le pont des concepts ou que les praticiens ne comprennent pas toujours ces genres de concepts-là. Le rôle de praticien, je le vois beaucoup comme faisant un pont entre les personnes en situation de pauvreté puis entre les chercheurs universitaires. Bon, moi, j'ai déjà été à l'aide sociale, j'ai déjà vécu cette situation-là de pauvreté, puis j'ai aussi été à l'université. Comme j'ai dit, d'utiliser les bons outils pour faire émerger la parole. Et ça crée aussi un lieu de confiance, puisque les personnes me connaissent déjà. Ça aide aussi à ouvrir plus la parole. Souvent, on va aller chercher des choses, à mon avis, plus intéressantes que si c'est seulement le chercheur qui y va. Dans le fond, ça fait que la parole des personnes en situation de pauvreté, surtout la parole des personnes en situation sociale, est remise dans la place publique parce que les personnes en situation sociale, c'est des personnes qui ne sont pas écoutées et entendues dans notre société. Puis quand c'est des chercheurs qui le disent, bien, c'est mieux entendu et écouté. C'est aussi être capable de se remettre en question, à la fois le chercheur et à la fois l'organisme, tout au long du processus. Dans le fond, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait? Est-ce que, dans le fond, notre question de recherche au début, c'était la bonne? Est-ce que ça nous amène vers les résultats qu'on veut? Participer à l'analyse, c'est important. C'est même une exigence, dans le fond, que notre organisme fait avec les chercheurs, de prendre ce temps-là, d'analyser avec les personnes. On ne demande pas de faire toute l'analyse, mais faire un pan d'analyse avec eux sur certains thèmes. Exemple, présentement, là, dans une des recherches, on est en train de faire justement cette analyse-là. On regarde quel genre de codification on voudrait et aussi quel thème on veut continuer à creuser. Un coup qu'on a regardé, qu'est-ce qui est ressorti de tous nos échanges. Puis là, on est en train de se dire, bien, tu sais, ce thème-là, me semble que c'est un thème central, on le peut creuser, il faudrait continuer à le creuser, là. Pour nous, c'est important parce que ça aide à s'approprier, dans le fond, la recherche, puis aussi à ce que la recherche elle soit utile, pas seulement pour les chercheurs, mais aussi pour notre organisation, afin de savoir, dans le fond, aller plus loin. Notre rôle est assez large, c'est-à-dire que nous, on est vraiment présent dès l'amorce jusqu'à la toute fin du projet. C'est-à-dire, quand on parle d'amorce, c'est même pas nécessairement au moment où les gens se rencontrent, mais c'est vraiment au moment où il y a le phénomène de l'idéation à partir du groupe, où on sent qu'on a une problématique, on aimerait documenter un enjeu, où on réalise que peut-être on aurait un besoin de mieux comprendre un phénomène. Et on nous appelle. Et le rôle de l'agente à ce moment-là, c'est vraiment dès le départ d'essayer de bien comprendre, puis structurer un petit peu le besoin du groupe pour être certain qu'on s'en va vers une bonne direction. Et ensuite, nous, on essaie de trouver la ressource professorale qui serait le plus à même de répondre à ce besoin-là. Et ensuite, bien, le rôle de l'agent, c'est vraiment d'accompagner tout ce processus-là jusqu'à, finalement, complétion du projet. Puis la complétion, c'est pas seulement qu'on a fait un rapport, mais c'est qu'on fait vivre les résultats de recherche. C'est une recherche. Quand on dit de faire vivre, bien, c'est pas seulement d'avoir un document qui atteste du partenariat, mais c'est de voir de quelle façon on peut s'assurer d'un réel transfert pour que ce projet-là soit utile
et utilisable. Pour bien démarrer, en fait, un partenariat, il faut s'assurer, en fait, que les gens autour de la table se comprennent bien. Pas juste se comprennent bien au niveau du vocabulaire, mais se comprennent bien en termes d'attente puis d'objectifs. Parfois, on réalise en cours de route que la chimie, ou même dès les premières rencontres, que la chimie, elle fonctionne peut-être pas. Parfois, c'est une question d'orientation politique. Parfois, c'est juste la vision de la recherche. Donc, et ça, moi, je trouve que dès l'amorce, il faut vraiment sentir que tout le monde est confortable. Poser les bonnes questions, puis de ne pas avoir peur de les poser, ces questions-là. Parfois, même après une première rencontre, se dire « mais sais-tu quoi? Peut-être ça vaudrait la peine qu'on cherche un autre partenaire. Peut-être que pour cette fois-ci, c'est peut-être pas le meilleur contexte parce que ça se peut, je sens qu'il y a peut-être des incompatibilités. » C'est par la construction du devis de recherche que se crée l'alliance. Alors, tous ces allers-retours, parfois, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu long, le processus, mais tous ces allers-retours de construction du devis de recherche, tranquillement, les gens se connaissent leurs limites et savent jusqu'à quel point ils peuvent se faire confiance pour vraiment réaliser le projet après. Alors, la construction de la demande de recherche, du devis de recherche, c'est ce que les gens trouvent le plus difficile au début. Ils trouvent ça long, ils ne saisissent pas pourquoi. Mais quand c'est terminé, ils se regardent et se disent « ben là, on a construit notre projet. » Au premier plan de notre rôle, je dois demeurer vigilante à bien saisir autant les besoins du groupe que et la reformulation en objectif et de ne pas perdre de vue les besoins de tout le monde. Dans le fond, le groupe, on ne doit pas perdre de vue son besoin, puis aussi le besoin du prof et la nécessité d'avoir une recherche scientifique bien solide. Par la suite, c'est la même vigilance pour voir est-ce que la méthodologie proposée, généralement par le prof, mais parfois c'est vraiment une co-construction, est-ce qu'on répond toujours aux besoins du groupe? Donc c'est toujours c'est le besoin du groupe qui est mon repère tout le long du chemin. Ça ne veut pas dire qu'en cours de route, parfois, par des glissements, ça ne changera pas. Mais parce qu'on met en place un comité d'encadrement, c'est ce qui assure que même s'il y a des changements en cours de route, comme le comité d'encadrement est décisionnel, je m'assure encore que tout le monde saisit le changement. Est-ce que tout le monde est en accord? Donc, c'est un petit peu ça, pas par pas, que ça fait évoluer le projet jusqu'à sa finalité, dans le fond.